Et nous avançons maintenant au cœur du sujet avec 10 questions pour mieux comprendre l'hypertension artérielle et mettre en lumière des résultats d'études réalisées grâce aux données de Constance. Et en tout premier lieu, nous avons choisi une question préliminaire de définition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'hypertension artérielle et pourquoi parle-t-on de tension et pas de pression alors que c'est la pression que l'on mesure? Alors, premièrement, en physique, vous savez, la pression qui règne à l'intérieur d'un conduit, par exemple d'une artère, va générer une tension sur la paroi de ce conduit, de cette artère. Et en fait, ce sont deux éléments qui sont extrêmement proches. Et c'est vrai qu'on peut parler de façon quasi similaire de pression artérielle ou de tension artérielle. Alors, je vais vous donner quelques informations sur qu'est-ce que c'est que cette pression artérielle. J'adorerais vous expliquer les choses très simplement, mais en fait, c'est assez complexe. Et j'aimerais vraiment, pour ces quatre-cinq diapositives, essayer de capter votre attention pour vous expliquer la complexité et la magie du fonctionnement du système cardiovasculaire. Ça continue de m'impressionner au quotidien. Donc vous avez ici un schéma avec, vous voyez, le cœur qui se contracte. Et au moment où le cœur se contracte, eh bien vous avez la valve aortique qui va s'ouvrir ici en blanc et le sang qui va partir dans l'aorte et qui va aller vasculariser tout l'organisme. Alors, ça, c'est la façon simple de voir les choses. Et bien entendu, au moment où le sang arrive dans l'aorte, eh bien, il arrive à une pression qui est importante et c'est le maximum de la pression artérielle. Donc, c'est ce qu'on appelle la pression maximale, la pression systolique. Quand on dit 14,8, ben, c'est le 14. Et puis, au moment où le cœur se relâche, eh bien, le sang ne va pas s'arrêter dans l'aorte. Et ça, c'est la magie de l'aorte qui est finalement un deuxième cœur, qui va, elle, se contracter pendant que le cœur se relâche, qui joue donc cette fonction de deuxième cœur et qui va continuer à pousser le sang dans les organes. Le sang ne s'arrête jamais, même lorsque le cœur s'arrête. Et donc cette pression artérielle qui règne dans l'aorte au moment où le cœur est en diastole, c'est-à-dire en non-contraction, eh bien c'est la pression diastolique, c'est le deuxième chiffre de pression artérielle. Et c'est grâce aux propriétés de l'aorte qui va pouvoir se contracter encore une fois comme un deuxième cœur. Alors sur ce schéma, vous voyez des petits signes jaunes qui vont cheminer le long des artères. Et puis, vous voyez de temps en temps qu'il y a une partie de ces signes jaunes qui vont revenir vers le cœur. Je vous ai expliqué que le sang cheminait au sein de l'aorte et des gros troncs artériels. La vitesse de cheminement du sang, c'est à peu près 1 mètre par seconde. Mais au sein de la paroi, il y a une onde de pression qui va cheminer beaucoup plus rapidement que le sang, aux alentours de 10 mètres par seconde, donc 10 fois plus rapidement. Et à chaque bifurcation artérielle, ou lorsqu'on vieillit, à chaque plaque d'athérosclérose, eh bien, il y a une partie de cette onde qui va se réfléchir et qui va revenir vers le cœur. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte cela, qui est un petit peu complexe? C'est parce que, en fait, eh bien, cette onde réfléchie va être partie prenante dans la détermination du niveau de la pression artérielle. Alors, regardez, en bleu, c'est l'onde incidente, c'est-à-dire l'onde qui va du cœur vers la périphérie. Et puis en rouge, pardon, c'est l'onde réfléchie, l'onde qui va de la périphérie vers le cœur, qui retourne. Et vous voyez avec le petit schéma que lorsque on vieillit, on va avoir une onde réfléchie qui devient de plus en plus importante et qui devient aussi de plus en plus précocement par rapport à l'onde incidente. Et ce que vous voyez en noir, eh bien, c'est la sommation de l'onde incidente et de l'onde réfléchie, et c'est finalement la courbe de pression artérielle. Le maximum de cette courbe de pression artérielle, pardon, c'est la pression systolique. Le minimum de cette courbe de pression artérielle, c'est la pression diastolique. Pourquoi est-ce que l'onde réfléchie devient plus importante avec les années et plus précoce? Eh bien parce que l'aorte va perdre avec le vieillissement ses propriétés qu'on appelle viscoélastiques, c'est-à-dire cette potentialité d'agir comme un deuxième cœur. Alors, c'est un point extrêmement important
Parce que dans la pression artérielle, vous comprenez bien que finalement le vieillissement va faire augmenter la pression systolique, c'est-à-dire le pic de la pression là en noir, sans modifier réellement le niveau de la pression diastolique. Alors je continue pour vous montrer ici sur ce schéma que l'artère, l'aorte d'un hypertendu va avoir une paroi beaucoup plus épaisse que la paroi de l'artère d'un normotendu. Et c'est l'une des premières complications de l'hypertension artérielle. Par exemple, vous faites du sport, eh bien vous allez avoir une hypertrophie de vos muscles squelettiques, un gros biceps si vous faites des poids et haltères. Eh bien pour les muscles lisses, le muscle de la paroi de l'aorte, c'est exactement la même chose. Si vous avez une hypertension artérielle, eh bien cette aorte va devoir se battre contre une pression plus élevée et elle va se muscler. Alors c'est une réaction physiologique, normale de l'organisme, mais qui va générer à terme toute une série de complications. Alors, je vous ai parlé de la pression maxima, pression systolique, de la pression minima, pression diastolique. Lorsque j'étais jeune étudiant, eh bien, c'était la pression diastolique qui comptait. Et on disait que la sévérité de l'hypertension artérielle était liée à la pression diastolique. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, on sait que c'est exactement le contraire et que c'est la pression systolique qui va évoluer de façon toujours positive avec les années. Et quand on arrive à 80-85 ans, eh bien finalement, on est très peu à ne pas être hypertendu. Et il y a une très forte intersection entre l'hypertension artérielle et le vieillissement du système vasculaire. Donc vous voyez, grâce à la compréhension de ces mécanismes, de ce qu'on appelle l'hémodynamique, eh bien on va comprendre que c'est la pression systolique qui compte et pas la pression diastolique ou beaucoup moins la pression diastolique, surtout lorsqu'on devient âgé. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications claires sur un sujet effectivement complexe. Ce qui peut nous amener à la première question. L'hypertension artérielle est-elle un symptôme ou bien peut-on la considérer en elle-même comme une maladie? Et dans ce cas, est-ce une maladie génétique ou une maladie de l'environnement? Alors d'abord, concernant les symptômes, le plus souvent, l'hypertension artérielle n'est associée à aucun symptôme. Et c'est probablement environ 4 hypertendus sur 5 qui n'ont aucun symptôme. Et puis, lorsqu'il y a des symptômes, eh bien là aussi, le plus souvent, ce sont des symptômes assez banals, assez mineurs. Par exemple, les maux de tête. Par exemple, le fait de voir des mouches volantes sur son champ visuel. Ou le fait d'avoir des petits acouphènes, des petits bruits dans les oreilles. Donc des symptômes mineurs qui n'alertent pas et qui n'inquiètent pas les patients. Et c'est la raison pour laquelle les Américains disent que l'hypertension artérielle, c'est un silent killer, un tueur silencieux, parce que même en l'absence de symptômes, eh bien, elle peut générer des dysfonctionnements au niveau des organes qu'on appelle cibles, extrêmement importants. Alors, est-ce que l'hypertension, c'est une maladie génétique ou une maladie de l'environnement? Eh bien, Isabelle, en fait, les deux. Les deux, et même je dirais que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, les facteurs génétiques, en bleu sur la diapositive, vont jouer. Mais il n'y a pas de mutations qu'on appelle monogéniques qui vont expliquer une part importante des patients hypertendus. C'est une mutation de toute une série de gènes qui va augmenter un petit peu le risque de l'hypertension artérielle. Mais c'est un facteur mineur par rapport à tous les facteurs de régulation de la pression artérielle que vous voyez sur cette diapositive. En rouge, pour les facteurs qui vont augmenter la pression artérielle, et puis en vert pour les facteurs qui vont réduire le niveau de la pression artérielle. Alors il y a bien entendu des systèmes enzymatiques avec des noms complexes, le système rénine, angiotensine, aldostérone, le système nerveux sympathique, le système des endothélines, le système des vasopressines, et puis il y a ensuite les gentils composants, l'oxyde nitrique, les peptides natriurétiques, les prostacyclines, qui vont faire baisser le niveau de pression artérielle. Et puis, on voit de plus en plus parler des facteurs environnementaux,
notamment le réchauffement climatique, l'exposition au bruit, la pollution atmosphérique, qui ont montré tous les trois une augmentation du niveau de pression artérielle. Mais là où ça devient extrêmement intéressant, et là où ça devient, je dirais, avec un potentiel thérapeutique, c'est justement ces problématiques de facteurs de comportement. Et donc, l'alimentation, qui est un point absolument majeur dans l'hypertension artérielle, si vous mangez beaucoup de sel, si vous prenez beaucoup d'alcool, vous allez augmenter vos chiffres de pression artérielle. L'activité physique est un point là aussi majeur. On reviendra sur ces deux facteurs tout à l'heure. Et puis on parle de plus en plus de la qualité du sommeil. Et on va parler du stress. Merci, professeur Blaché. Je vous propose une seconde question qui préoccupe, vous l'imaginez, un certain nombre de répondants. Le stress peut-il provoquer de l'hypertension et l'hypertension peut-elle être provoquée par le stress? Alors, c'est une question extrêmement importante parce que effectivement, le stress peut provoquer de l'hypertension. Si vous avez une exposition importante au stress, soit à un stress psychique chronique, soit à un stress physique psychique aigu, eh bien vous allez augmenter votre niveau de pression artérielle. Mais quand on a dit ça, eh bien on n'a pas dit qu'il y avait une équivalence entre être stressé et être hypertendu. Malheureusement, il y a beaucoup de patients qui vont considérer que leur hypertension artérielle est en fait une maladie liée au stress. Et souvent, ce n'est pas le cas. Alors, vous savez, les Américains sont très forts en matière de communication, et donc il y a nombreuses années, dans Time, on vous présentait l'hypertension artérielle comme un tueur furtif. Et furtif, ça voulait dire qu'il y avait souvent aucun symptôme. Alors, moi j'entends beaucoup dans mes consultations des patients qui me disent: mais vous savez, docteur, c'est une hypertension nerveuse. Ou qui me disent: je ne me sens pas malade. L'hypertension artérielle, c'est une maladie des artères, c'est une maladie rénale, c'est une maladie qui n'est pas liée à un stress. Même si le stress augmente la pression artérielle, c'est très différent d'être stressé et d'être hypertendu. Alors malheureusement, souvent, mes patients vont m'expliquer qu'ils sont hypertendus parce que ils vivent difficilement leur relation avec leur patron, leurs collègues, leur conjoint, euh, quel que soit le conjoint. Bref, ils vont chercher un bouc émissaire, mais encore une fois, le stress n'est pas équivalent de l'hypertension et il ne faut pas chercher un bouc émissaire, même si on est stressé. Le fait d'avoir une pression artérielle élevée au repos, puisque c'est à ce moment-là qu'on va mesurer la pression artérielle, correspond encore une fois à une maladie artérielle qu'il va falloir prendre en charge. Une autre phrase que j'entends beaucoup de mes patients, c'est: je suis très sensible aux médicaments. Alors cette phrase, elle m'alerte. Elle m'alerte parce que assez souvent, ces patients qui ont l'impression d'être sensibles aux médicaments, eh bien, ce sont des patients qui vont avoir un comportement vis-à-vis des médicaments qui est différent de ce que va recommander le médecin. Donc, j'ai beaucoup de patients qui, par exemple, vont couper en deux tous les comprimés que je leur propose. Ou alors qui vont considérer que le week-end, eh bien, ils ne sont pas soumis au stress du travail et ils ne vont pas prendre leur traitement antihypertenseur. Ou des patients qui vont en vacances ne pas prendre leur traitement. Et tout ça, ça correspond à un danger pour les patients. Et encore une fois, je pense qu'il faut vraiment faire attention, lorsqu'on est hypertendu, à avoir une pression artérielle contrôlée le plus souvent possible dans la journée, sur le mois, sur l'année. Et il faut réellement avoir une relation de confiance avec son médecin pour lui dire ce qu'on ressent. Si on a l'impression que le traitement est trop puissant,
bah, plutôt que de le diviser par deux dans son coin, dire au médecin, je pense que mon traitement est trop puissant, j'aimerais qu'on puisse évaluer une réduction du traitement. Et encore une fois, cette relation de confiance, on va en reparler après, est un point tout à fait central dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Merci, c'est un bon éclaircissement. Passons à la question 3 qui nous a été posée par des personnes qui ont pu le remarquer, notamment pendant les rendez-vous Constance. Pourquoi la pression artérielle varie-t-elle autant, donc le soir, le matin ou même parfois à quelques minutes d'intervalle? Et évidemment aussi entre chez soi, et au cabinet médical. Alors, on revient sur le stress. Au moment où je vais avoir soit un stress physique, soit un stress psychologique, donc par exemple, je rentre chez moi, je monte 3 étages à pied, eh bien, en arrivant à mon troisième étage, je vais avoir une pression artérielle qui va être élevée par rapport à mon niveau de pression artérielle au repos. Donc ça, c'est le stress physique. Je rentre chez moi et je me rends compte que mon appartement a été cambriolé, eh bien, là aussi, je vais avoir une augmentation de la pression artérielle parce que j'ai une énorme contrariété. Et puis, dans toutes les circonstances stressantes de la vie, et Dieu sait qu'il y en a, eh bien, je vais avoir une modification de ma pression artérielle. Et c'est pour ça qu'on protocolarise la mesure de la pression artérielle. Alors, la mesure la plus ancienne, eh bien, c'est la mesure au cabinet médical. Vous avez été inclus dans Constance. Lors de l'examen médical de Constance, eh bien, on vous a mesuré la pression artérielle, soit avec un sphygmomanomètre à mercure, hein, c'était la vieille façon de mesurer la pression artérielle, soit maintenant, de façon beaucoup plus classique, avec un appareil de mesure de la pression artérielle qui est un appareil automatique, électronique, avec un brassard qui va se gonfler et qui va se dégonfler progressivement et qui va vous donner un niveau de pression maxima, un niveau de pression minima. Mais rappelez-vous, au moment de l'examen de santé de Constance, eh bien, on vous a demandé de vous asseoir, on vous a demandé de décroiser les jambes, on a attendu 5 minutes au calme, on vous a demandé de ne pas fumer avant si vous êtes fumeur, et après ces 5 minutes, eh bien, on mesure en général 2 fois ou 3 fois de suite le niveau de pression artérielle. Et là, on approche votre vrai niveau de pression artérielle qui est le niveau du repos. Alors, il y a d'autres façons maintenant de mesurer la pression artérielle. Eh bien, par exemple, un appareil automatique, on va vous poser, qui est portable, le holter tensionnel, qui va se déclencher toutes les 30 minutes, le jour, la nuit, et on va, grâce à cet appareil, avoir une centaine de mesures sur les 24 heures, et grâce à toutes ces mesures, eh bien, on va avoir un niveau moyen de votre pression artérielle, le jour, la nuit, et notamment quand vous dormez. Et ces informations, elles sont vraiment capitales parce que de temps en temps, il y a des patients qui ont une pression artérielle qui est extrêmement variable dans le temps. Il y a des patients qui vont avoir une hypertension le jour et pas d'hypertension la nuit. Bref, toute une série de choses différentes qui vont pouvoir guider le traitement que va vous prescrire le médecin. Et puis, de plus en plus maintenant, eh bien, on recommande aux patients d'acheter un appareil de pression artérielle. Attention, on recommande les appareils de bras plus que les appareils de poignet qui sont beaucoup plus variables. Et ces appareils sont extrêmement fiables. Il faut un appareil automatique, il faut un appareil simple où on appuie sur un bouton et la mesure se fait automatiquement. Et lorsqu'on mesure sa pression artérielle dans des conditions, encore une fois, protocolarisées, en général on dit 3 fois le matin, 3 fois le soir, 3 jours de suite, en respectant à chaque fois 5 minutes de repos à ne rien faire avant la mesure, et de faire 3 mesures à 1 minute d'intervalle, eh bien on va avoir une moyenne sur ces chiffres qui va être assez proche de la mesure ambulatoire sur 24 heures. Donc on a différentes façons de mesurer la pression artérielle. Et pourquoi est-ce que l'automesure est devenue tellement populaire? Eh bien grâce à cette étude, qui est une étude française absolument géniale, publiée il y a maintenant 20 ans par Guillaume Bobry, qui est un spécialiste d'hypertension artérielle, néphrologue, et donc, ils ont pris à peu près 5000 patients. Ces 5000 patients, ils ont eu
une mesure de pression artérielle au cabinet médical et ils ont donné des appareils de pression artérielle à ces patients et ils ont demandé aux patients de mesurer leur pression artérielle à domicile. Et donc, sur ces 5000 patients, il y avait le groupe des patients ici, sur la gauche, que vous voyez, qui avait une pression artérielle normale, à la fois au cabinet médical et en automesure. Vous voyez qu'il y a une différence à peu près de 5 mm de mercure pour la pression systolique entre les deux. Eh bien, ces patients-là, qui étaient contrôlés pour leur hypertension artérielle, ça va être notre groupe de comparaison. À droite, vous avez les 3300 patients qui n'avaient pas de pression artérielle contrôlée. Je vous rappelle, quand vous prenez un traitement antihypertenseur, il faut arriver à moins de 140 pour la pression systolique, moins de 90 pour la pression diastolique. Et donc, vous voyez, ces patients-là, ils avaient en moyenne 160 sur 88, 155 sur 86 en automesure. Et regardez le risque relatif de maladie cardiovasculaire, 2,17. Ils avaient globalement 2 fois plus de risque de complications. Donc, ça veut dire que si je réussis à contrôler mes patients hypertendus, eh bien, je vais quasiment diviser par 2 leur risque de complications. Troisième groupe, HTA blouse blanche. C'est quoi l'HTA blouse blanche? C'est des patients qui sont hypertendus au cabinet médical, mais qui sont normotendus à la maison. Eh bien, est-ce que ces patients ont un risque d'hypertendu ou un risque de normotendu? Scoop, ils ont un risque de normotendu. Ils ont en fait ce qu'on appelle l'effet blouse blanche, qui fait que lorsque on leur mesure la pression artérielle pour toute une série de choses, en partie de stress, mais pas exclusivement, eh bien, ils vont avoir une pression artérielle élevée au cabinet médical, mais lorsqu'ils rentrent chez eux, eh bien, la pression artérielle est normale. Et cette normalité leur confère un contrôle de la pression artérielle qui ne les soumet pas à une augmentation du risque de complication de la pression artérielle. Et puis, dernier groupe, l'hypertension masquée, qui est un groupe extrêmement intéressant. Là, c'est le contraire. Au cabinet médical, tout va bien, mais chez eux, eh bien, ils se démasquent et ils ont un profil d'hypertendu. Eh bien, regardez leur risque, il est équivalent au risque des hypertendus non contrôlés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, médecin, je prends en considération le niveau de pression artérielle au cabinet médical, eh bien, des fois je me trompe parce que c'est de l'hypertension blouse blanche, et des fois je me trompe parce que c'est de l'hypertension masquée. Et chez les patients hypertendus blouse blanche, ben, j'aurais envie d'augmenter le traitement, mais ça serait une très mauvaise idée parce qu'ils sont déjà normotendus et je vais éventuellement risquer de baisser trop bas leur chiffre de pression artérielle au domicile. Et puis, en cas d'hypertension masquée, je vais être tranquille, j'augmente pas le traitement alors que je devrais l'augmenter. Et vous voyez, 700 plus 400, ça correspond quasiment à 25% de tous les hypertendus. Et donc, si je prends en considération la pression artérielle que je mesure moi-même dans des bonnes conditions au cabinet médical, une fois sur 4, je me trompe. Je n'augmente pas le traitement, j'aurais dû l'augmenter. J'augmente le traitement, je n'aurais pas dû l'augmenter. Et cette étude a convaincu la communauté des spécialistes d'hypertension pour considérer la pression artérielle en dehors du cabinet médical comme signe qui va déclencher le traitement, l'intensification du traitement ou la décroissance du traitement. Merci beaucoup. Ça nous permet de mieux comprendre les variations de mesure, en effet. J'ai enfin une quatrième question pour conclure cette première partie qui nous permettait de définir les caractéristiques de l'hypertension artérielle. L'hypertension est-elle une maladie fréquente au sein de la population? Alors effectivement, c'est une question majeure, hein, puisque l'hypertension artérielle, ça fait des années et des années qu'on explique que c'est une maladie fréquente, et on dit même que c'est la maladie chronique la plus fréquente. C'est beaucoup plus fréquent d'être hypertendu que d'être diabétique, que d'avoir du cholestérol, etc., etc. Regardez ces dernières statistiques, un article publié il y a quelques semaines. En 2020, 33% de la population adulte mondiale était hypertendue. Ça correspond à 1 milliard 700 millions d'hypertendus. 1 milliard 700 millions, un adulte sur 3. Encore une fois, c'est une maladie extrêmement fréquente. Alors, dans une étude qu'on avait réalisée il y a quelques années déjà,
dans Constance, eh bien, on avait, vous le voyez, alors à l'époque, on n'avait pas pu étudier l'intégralité des 200 000 euh, euh, bénéficiaires, enfin des 200 000 volontaires, pardon, de Constance. On avait étudié 86 000 volontaires. Eh bien, on avait 31% d'hypertendus, donc finalement quelque chose qui est assez proche des statistiques internationales. Et c'est vrai que, ben, en fait, la France n'est pas particulière par rapport à l'hypertension. On a à peu près un tiers des adultes en France qui sont hypertendus. Et Constance représente bien la population française. Alors on a travaillé en France avec Santé publique France sur d'autres échantillons. Alors là, c'est l'échantillon Esteban. C'est un échantillon qui est beaucoup moins important que Constance, qui a été réalisé comme étant représentatif de la population française. Eh bien, vous voyez, on arrive à peu près à la même chose, un adulte sur trois qui est hypertendu, ce qui veut dire qu'en France, il y a 17 millions d'hypertendus. Alors là où les statistiques sont beaucoup plus déprimantes, c'est que, eh bien, alors, ces hypertendus, on doit les traiter et on a tous les ans 1,6 million de Français qui vont initier un traitement antihypertenseur. Mais regardez ces statistiques, 93% des patients émettent des réserves lors de la prescription d'un traitement antihypertenseur. Ben, on a compris pourquoi. De temps en temps, ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin, ils pensent que c'est un problème de stress, et puis de temps en temps, ils ont peur des médicaments antihypertenseurs, et peut-être que les médecins n'expliquent pas suffisamment les effets bénéfiques, mais aussi les effets délétères des médicaments antihypertenseurs. 40% seulement des hypertendus prennent leur traitement tous les jours, 40%, ce qui veut dire que 60% ne prennent pas correctement leur traitement antihypertenseur. Et puis, un hypertendu sur deux ne sait pas qu'il est hypertendu. Les 9% de ceux qui ne connaissaient pas leur profil tensionnel là au début, lors de l'interview, eh bien peut-être qu'il y en a 50% de ces 9% qui sont hypertendus. Et puis, on va voir que le traitement de l'hypertension, c'est pas que les médicaments, mais c'est aussi des mesures non médicamenteuses. Mais malheureusement, ben, peut-être que les médecins n'utilisent pas assez ces mesures non médicamenteuses, puisque 57% des patients hypertendus n'ont pas reçu de conseils hygiéno-diététiques dans l'année. Merci professeur pour toutes ces explications. On va passer maintenant à la seconde partie. Pouvez-vous nous expliquer les conséquences de l'hypertension sur notre santé? Alors, Elena, on a vu tout à l'heure que l'hypertension artérielle, c'était une maladie des artères et tous nos organes sont vascularisés. Ce qui veut dire que l'hypertension va pouvoir avoir des complications sur tous nos organes. Vous avez ici à droite de la diapositive les complications du cœur, avec l'infarctus, l'hypertrophie, la fibrillation, l'insuffisance cardiaque. Vous avez à gauche les complications du cerveau, l'hémorragie cérébrale, l'accident vasculaire cérébral ischémique, la démence. Vous avez en haut l'insuffisance rénale chronique. Vous avez en bas la prééclampsie. Vous savez, c'est les complications hypertensives de la grossesse qui arrivent dans à peu près 6% des grossesses. Donc, l'hypertension artérielle peut générer toutes ces anomalies. Alors, vous voyez, j'ai entouré quatre complications. La fibrillation, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale et la démence, parce que ce sont des complications qu'on appelle terminales. Il faut souvent avoir été hypertendu pendant des décennies pour développer ces complications. Eh bien, dans Constance, on s'est intéressé justement à cette maladie rénale chronique. 6,3% des volontaires de Constance étaient porteurs d'une maladie rénale chronique. De temps en temps, c'était une fuite urinaire d'albumine. De temps en temps, c'était une réduction de la filtration glomérulaire. De temps en temps, c'était une association des deux, heureusement moins souvent. Et puis heureusement, 94% n'avaient pas de maladie rénale chronique. Mais on s'est rendu compte que chez ceux qui avaient une maladie rénale chronique, eh bien c'était plus souvent des patients qui avaient soit une hypertension artérielle, soit un diabète. Et du coup, pouvez-vous nous en dire plus sur le lien entre hypertension et démence? Alors, j'ai envie de vous dire que s'il faut retenir une chose aujourd'hui, c'est cela.
Vous savez, la démence, c'est une maladie terrible. Tous ceux d'entre nous qui ont dans leur famille un sujet qui a une maladie d'Alzheimer savent combien c'est terrible. On a toute une série de déterminants de la démence. Vous voyez par exemple si on a moins d'éducation, si on est sourd, si on est obèse, si on boit de l'alcool, si on ne fait pas suffisamment d'activité physique, si on est déprimé, si on fume, etc., eh bien, on va avoir un risque plus important de démence. L'hypertension est aujourd'hui le seul facteur de risque réversible de démence. La seule façon d'éviter une maladie d'Alzheimer quand on est vieux, qu'on connaît aujourd'hui, c'est de traiter l'hypertension si on est hypertendu. Si je vous traite votre hypertension artérielle à l'âge de 50 ans, eh bien, je vais réduire votre risque de démence à l'âge de 80 ans. Et donc, du coup, pouvons-nous équilibrer ou avoir une réversibilité sur la maladie? Alors, oui, et c'est vraiment un point important. L'hypertension artérielle est réversible, c'est-à-dire que avec différents traitements, on verra tout à l'heure les traitements non médicamenteux et médicamenteux, eh bien, on va réduire le niveau de pression artérielle. Mais un point qui est important, c'est une autre façon de vous montrer que l'hypertension artérielle est associée à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Alors, on avance et on voit que, certes, l'hypertension est associée à une augmentation du risque cardiovasculaire, mais voici la première étude qui, en 1967, a démontré que lorsqu'on traitait l'hypertension artérielle, c'était des vieux médicaments, hydrochlorothiazide, hydralazine, réserpine, c'est même plus en vente aujourd'hui l'hydralazine et la réserpine. L'hydrochlorothiazide, si, toujours. Eh bien, vous alliez réduire de façon très importante le niveau de complications cardiovasculaires, ici dans cette étude, les infarctus, les attaques cérébrales et les anévrismes. Eh bien, vous voyez, 27 événements dans le groupe placebo, 2 événements dans le groupe traité, et on a démontré que le facteur de risque hypertension artérielle était un facteur de risque réversible. Et donc, du coup, on parle depuis quelques slides sur les interventions non médicamenteuses. Comment pouvez-vous nous expliquer comment une alimentation plus adaptée, plus équilibrée peut nous aider à justement rendre réversible la maladie? Alors, on a étudié dans Constance, hein, justement, les comportements qui ne sont pas bons pour la santé. Alors, je vous rappelle cette étude, là où on avait 31% des personnes de Constance qui avaient une hypertension artérielle, et on a regardé les 4 paramètres qui sont délétères pour la santé. Donc une mauvaise alimentation, c'est quoi la mauvaise alimentation? C'est une alimentation qui s'éloigne du régime méditerranéen. Le fait d'avoir peu d'activité physique, 2. 3, le fait d'avoir une consommation d'alcool trop importante. Et 4, le fait d'avoir trop de poids, c'est-à-dire un indice de masse corporelle supérieur à 25. Eh bien, regardez. Par exemple, chez les hommes, si vous avez 0 comportement délétère, eh bien, vous avez une proportion d'hypertendus de 29%. Si vous avez 3 ou 4 comportements délétères, vous avez une proportion d'hypertendus de 57%. Vous voyez, on multiplie quasiment par 2 la probabilité d'être hypertendu lorsqu'on a ces comportements néfastes pour la santé. Et chez les femmes, c'est pareil. Alors on part de plus bas. Il y avait moins d'hypertension chez les femmes dans Constance que chez les hommes. Mais vous voyez, 0 comportement délétère pour la santé, c'est 18% d'hypertension. 3 ou 4 comportements délétères, c'est 33% d'hypertension. Et lorsqu'on regarde maintenant comportement délétère par comportement délétère, bah, à gauche les hommes, vous voyez, si vous mangez mal, vous augmentez votre risque de 20%. Si vous n'avez pas d'activité physique, vous êtes sédentaire, vous augmentez ce risque de 5%. Si vous avez trop de poids, là, vous multipliez quasiment par 2 votre risque d'hypertension. Et si vous consommez trop d'alcool, c'est une augmentation du risque de 33%. Et cette augmentation de risque, eh bien, elle est similaire, en tout cas du même ordre, chez les hommes
que chez les femmes. Donc, rappelez-vous, hein, ces quatre choses qui sont importantes: l'activité physique, l'alimentation méditerranéenne, une faible consommation d'alcool ou pas de consommation d'alcool du tout, et le fait d'avoir ou d'essayer d'avoir un poids le plus proche possible de la normale. Du coup, pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail à quoi correspond l'activité physique, parce que le terme n'est pas forcément connu de tous, et en quoi l'activité physique a un effet bénéfique sur la pression artérielle? Alors, c'est une question centrale parce que ce sont des domaines scientifiques qui ont énormément évolué ces dernières années. Alors déjà, quand on dit activité physique, on pense à sport, mais l'activité physique, ça comporte le sport, mais ça comporte beaucoup d'autres choses. L'activité physique au domicile, lorsqu'on fait du ménage de façon active chez soi, on fait de l'activité physique. Lorsqu'on va au travail à vélo, à pied, on fait de l'activité physique. Lorsqu'on travaille, eh bien, si on reste debout, si on monte, si on descend les escaliers, si on s'active, eh bien, on fait de l'activité physique. Et puis, il y a les loisirs, dont le sport, mais ce n'est qu'une petite partie de l'activité physique. Et tout ça, eh bien, c'est bon pour le système cardiovasculaire. Alors, les recommandations européennes, hein, de la Société européenne d'hypertension artérielle, mettent bien en avant cette activité physique. On ne va pas rentrer dans les détails de l'activité physique: aérobie, non aérobie, de résistance, isométrique, dynamique, etc. Mais en tout cas, vous voyez, cette activité physique va réduire le niveau de pression artérielle, et cerise sur le gâteau, ça va aussi réduire le niveau de risque cardiovasculaire. Alors c'est un point vraiment important parce que lorsqu'on regarde le niveau de preuve de l'activité physique sur toutes les maladies, eh bien on se rend compte, regardez en rouge, que l'hypertension artérielle a le niveau de preuve le plus élevé. Si vous avez de l'activité physique, vous allez réduire, alors à gauche, c'est ce qu'on appelle la prévention primordiale, c'est-à-dire en fait la prévention des facteurs de risque. Vous réduisez le risque de diabète, vous réduisez l'obésité, vous réduisez l'hypertension et vous réduisez même la dépression. Et puis si vous avez déjà des facteurs de risque, si vous mettez vos patients à l'activité physique, vous réduisez la mortalité cardiovasculaire, vous réduisez les attaques cérébrales, vous réduisez les cancers, et ça a été bien démontré pour toute une série de cancers, vous améliorez les paramètres du foie, vous améliorez les paramètres du rein. Donc vraiment, l'activité physique, c'est magic pill, c'est la pilule magique, c'est un traitement qui fonctionne sur tout. Et il faut vraiment essayer de la promouvoir au maximum. Et encore une fois, c'est tous les types d'activités physiques, ce n'est pas que le sport. Et alors là, désolé, mais c'est la douche froide. Regardez cette statistique. On est en foncé, là, bleu chez les hommes, rouge chez les femmes. Enquête nationale nutrition santé en 2006, une enquête de Santé publique France représentative de la population française. 10 ans plus tard, l'étude Esteban qu'on a déjà vue tout à l'heure, 2015. Là, à nouveau, c'est un échantillon représentatif de la population française. L'activité physique entre 2006 et 2015. Chez les hommes jeunes, ça n'a pas bougé. Chez les hommes de 40-54 ans, ça a augmenté de 29%, et ça n'a pas augmenté de façon significative chez les hommes de 55 ans et plus. Mais regardez chez les femmes, c'est dramatique. Il y a une réduction de l'activité physique statistiquement significative chez toutes les femmes, qui arrivent à un niveau nettement moindre que les hommes. Et donc aujourd'hui, le message principal par rapport à l'activité physique, il doit être destiné aux femmes. Mesdames, bougez plus. Allez au travail, non pas en transport, mais en marchant, en pédalant. Faites du sport. Bougez le plus possible. Donc voilà, je pense que c'est un message vraiment important. Bah, merci en tout cas pour ces informations encourageantes, surtout pour ceux qui n'aiment pas le sport. On peut tous trouver une activité qui soit adaptée à soi. Maintenant, parlons traitement. Comment choisir le bon traitement et surtout éviter les effets secondaires qui souvent fait peur aux gens. Alors, Elena, vous avez raison d'avoir peur des effets secondaires,
parce que j'ai la désagréable information que tous les médicaments antihypertenseurs ont des effets secondaires. Ils ont été développés depuis les années 40 et aujourd'hui, le médicament le plus ancien qui est encore sur le marché, puisque les premiers ont disparu, c'est les diurétiques thiazidiques et notamment l'hydrochlorothiazide, qui est toujours prescrit très fréquemment dans l'hypertension artérielle. 1957. Eh bien, ce traitement-là, il a des effets secondaires. Et tous les autres traitements ont aussi des effets secondaires. Mais attention, ce ne sont pas des effets secondaires obligatoires. En général, les médicaments antihypertenseurs vont avoir des effets secondaires dans à peu près 10% des cas. C'est-à-dire que 10% des patients vont présenter un effet secondaire, 90% des patients ne vont pas présenter un effet secondaire. La chance qu'on a avec les médicaments antihypertenseurs, c'est que les effets secondaires sont le plus souvent bénins et toujours intégralement réversibles à l'arrêt du traitement. Ce qui veut dire que même si vous ne supportez pas un traitement, j'arrête le médicament, l'effet secondaire disparaît. Alors, il ne disparaît pas toujours le lendemain de l'arrêt du traitement. Des fois, il faut attendre une semaine, des fois quelques mois, mais il disparaît toujours à l'arrêt du traitement. Donc, dans 100% des cas, on arrive à trouver un traitement bien toléré. Et c'est souvent une association de plusieurs médicaments qu'on doit donner dans l'hypertension artérielle. Donc, faites confiance à votre médecin, premièrement. Deuxièmement, si vous n'avez pas des chiffres de pression artérielle en dessous de 140/90, eh bien, ça veut dire que votre traitement n'est pas suffisamment efficace. Et troisièmement, si vous avez un effet secondaire, retournez voir votre médecin. Il y a des dizaines et des dizaines de molécules antihypertensives. On peut trouver un médicament qui est à la fois efficace et bien toléré. Et puis ma dernière diapositive, c'est une diapositive un peu humoristique, mais c'est pour vous expliquer qu'aujourd'hui, rappelez-vous la diapositive que je vous ai montrée sur l'étude Esteban, 40% des patients prennent bien leur traitement tous les jours de l'année. Ce qui veut dire que 60% des patients ne prennent pas bien leur traitement. Si vous avez de l'hypertension artérielle, eh bien vous avez un risque augmenté de complications de l'hypertension artérielle. Ce risque augmenté de complications de l'hypertension artérielle, il est réversible si on arrive à normaliser vos chiffres de pression artérielle. Mais pour les normaliser, il faut que vous soyez de bons observants et il faut que vous preniez vos médicaments antihypertenseurs. Donc voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer. J'espère que je vous ai convaincu du fait que certes, lorsqu'on est hypertendu, ben, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une mauvaise nouvelle qu'on peut contrarié par rapport à d'autres médicaments, par rapport à d'autres maladies, parce que l'hypertension artérielle peut être prise en charge et elle est réversible. Si vous êtes traité et contrôlé, eh bien vous réduisez de façon substantielle votre risque de complications de l'hypertension artérielle. Merci professeur pour ces informations qui étaient très claires.